Bonjour à tous, nous allons commencer. Merci de vous joindre à nous pour participer à ce webinaire scientifique enregistré en studio et diffusé sur Facebook pour la toute première fois. Sa réalisation a été possible grâce au soutien financier de la Fondation Mirella et Lino Saputo et de Desercom. Aujourd'hui, nous avons un espace d'information sur un sujet très important, le développement de nouveaux médicaments potentiels modificateurs de l'évolution de la maladie de Parkinson et d'autres thérapies complémentaires. Dans un environnement plus convivial, nous accueillons aujourd'hui le docteur Philippe Huot, neurologue spécialisé en troubles du mouvement. Il est professeur agrégé à l'Université McGill, neurologue au Centre universitaire de santé McGill et chercheur à l'Institut neurologique de Montréal. Dr. Huot est impliqué dans plusieurs projets de recherche sur la maladie de Parkinson et collabore à plusieurs initiatives de Parkinson Québec. Bienvenue, Dr. Huot. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, Madame Rodriguez. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'être ici. Bienvenue. Nous allons maintenant présenter les déroulements. Au cours de ce webinaire, nous aborderons les éléments suivants. Dans un premier temps, nous expliquerons ce qu'on entend par essai clinique, les différentes phases du développement du nouveau traitement, ainsi que le nombre d'années que le processus peut prendre avant l'approbation et la mise en marché d'un médicament. Dans un deuxième temps, nous aborderons les essais cliniques en cours de la phase 1 à 3 portant sur de nouveaux traitements sur la maladie. Nous aborderons également les perspectives de mise en marché de certains médicaments actuellement en phase 3. Par la suite, nous présenterons d'autres approches en développement, notamment des thérapies non pharmacologiques, dont une intervention en thérapie cognitivo-comportementale pour la santé mentale, ainsi qu'une approche visant à améliorer les symptômes moteurs. Nous allons vous partager au fil de la présentation via le chat de Zoom et sur Facebook des informations pratiques comme par exemple les lieux de l'étude, les coordonnées de la personne à contacter, des vidéos à consulter, etc. Finalement, nous terminerons le webinaire par une période de questions et réponses. Dès maintenant, si vous avez des questions et tout au long de ce webinaire, n'hésitez pas à les inscrire dans la section questions et réponses de Zoom située en bas de l'écran. Pour les personnes qui nous suivent sur Facebook, vous pouvez les écrire en commentaire. Je vous informe que ce webinaire est enregistré et sera diffusé prochainement sur notre chaîne YouTube. Installez-vous confortablement et profitez de ce webinaire avec nous. Commençons. Dans cette première partie, nous allons faire un survol d'essais cliniques, leur rôle, leur importance et leur encadrement, notamment en matière de sécurité et d'éthique. Dr. Huot, pour commencer, pourriez-vous nous expliquer ce qu'on entend par essai clinique et comment ces études sont encadrées? Oui, certainement. Donc, essai clinique, c'est des études qui se déroulent chez l'humain. Et quand on parle d'études chez l'humain, bien sûr, il y a un encadrement qui est très rigoureux et très spécifique. Des fois, il y a des gens, quand ils me parlent, par exemple, ils disent « Ah, ben là, j'ai peur d'être un cobaye. » Mais je tiens à rassurer tout le monde, c'est pas du tout ça qui se passe. Première chose, tout médicament qui est testé chez l'humain doit recevoir une lettre de non-objection de la part de Santé Canada. Ça veut dire que les études sont approuvées par Santé Canada. Ensuite, ça c'est une chose. L'autre chose, c'est que les études sont sujettes à un processus de révision très rigoureux par des comités d'éthique qui comprend des experts, des médecins, pharmaciens, gens de la communauté, gens du public, et ces gens-là font des recommandations sur, sur la qualité éthique du projet, ainsi que sa qualité scientifique. C'est important de dire aussi que tout ce qui est fait dans des études cliniques est confidentiel. Si, par exemple, j'ai un patient qui est recruté dans une étude clinique, les investigateurs
Ceux-là qui vont faire l'analyse n'auront pas nécessairement accès au nom de ce patient-là, mais le patient va être un code. Et pour retrouver l'identité du patient, il faut aller chercher le code qui est sous clé, qui est caché, etc. Donc, tout est fait pour préserver la confidentialité stricte des patients. L'autre chose, c'est la notion du consentement. Les gens, avant d'entrer dans une étude clinique, doivent y consentir. Et c'est-à-dire qu'ils se font présenter le protocole, ils se font expliquer les procédures et ensuite, ils décident ou non de consentir à participer à cette étude-là. C'est important de mentionner que même si les gens disent oui, ils peuvent à tout moment retirer leur consentement. Et je vous donne un exemple. Par exemple, vous avez été consenti, vous êtes prêt à recevoir ou à aller pour la première portion de l'étude, peu importe que ce soit une étude ou non, puis vous avez peur, ça ne vous tente pas, vous n'êtes pas à l'aise, vous vous rendez, on va dire, au site d'essai clinique, puis vous décidez « Ah, je ne veux plus », c'est correct. Vous avez le droit de retirer votre consentement. Et même si vous avez déjà commencé l'étude, vous avez le droit de retirer votre consentement aussi. Et comme j'aime dire à mes patients, si vous dites non, si vous ne voulez pas participer, si vous retirez votre consentement, si vous décidez d'arrêter, je ne serai pas choqué après vous. Autrement dit, c'est important de comprendre que on vous offre la possibilité de participer à une étude clinique, mais on ne vous force pas et ça n'a pas d'impact sur la relation thérapeutique qu'on a avec vous. On demeure votre médecin et on respecte votre choix, que vous décidiez ou non de participer. Et ensuite, on doit dire que la plupart des chercheurs, pour rassurer les gens, sont des professionnels qualifiés, des médecins, des neurologues, des pharmaciens, physiothérapeutes, etc., tout dépendamment du type d'intervention. Oui, tout à fait, des infirmières. Puis, il faut aussi dire qu'avant de signer le consentement, la personne a le droit toujours de poser des questions, de se rassurer, de consulter avec son entourage, la famille, de que ce soit une décision prise en consensus, pas juste de la personne, mais aussi de la famille qui l'entoure. Absolument. Donc, maintenant, docteur Huot, pourrez-vous nous expliquer brièvement comment se déroule un essai clinique avec les différentes étapes? Donc, il y a 4 types d'essais cliniques. Et puis, disons que de 1 à 4, et puis plus le médicament se rapproche du marché, plus le niveau de la phase ou le numéro de la phase augmente. Donc, des études de phase 1, c'est des études au début chez l'humain, c'est-à-dire les études ont franchi les étapes chez les modèles animaux. On a une bonne idée de qu'est-ce que les médicaments devraient faire chez l'humain. On a une bonne idée de qu'est-ce qu'on regarde en termes de biomarqueurs, concentration sanguine, etc. Donc là, on regarde, est-ce que c'est ça qui se passe chez l'humain? Donc, on appelle ça pharmacocinétique, pharmacodynamique et évidemment, recherche d'effets secondaires. Si ça va bien, on passe à la phase 2. Phase 2, c'est surtout tolérabilité et sécurité qui sont les endpoints primaires et on regarde aussi pour un signal d'efficacité. On peut regarder aussi pour un signal d'efficacité en phase 1, mais souvent les études sont moins puissantes pour ça. Si le médicament est jugé sécuritaire, bien toléré et qu'il y a, disons, une indication d'effet en phase 2, les compagnies, les investigateurs peuvent décider de faire progresser le médicament en phase 3, qui, si tout va bien, est la dernière étape avant la commercialisation ou l'approbation, on devrait dire, par les autorités régulatrices. En phase 3, on va regarder surtout l'efficacité du traitement par rapport soit à un placebo ou s'il y a un traitement déjà approuvé par rapport à ce traitement-là. Donc ça, c'est la phase 3 qui va demander plus de patients habituellement. Si on regarde la durée de chacune des phases, phase 1, on dit à peu près 1 à 2 ans, 15 à 30 participants, plus ou moins. Phase 2, on parle peut-être une centaine de participants, 2 à 3 ans. Et phase 3, on va parler des études plus grosses, 100 à 1000 participants et 1 à 4 ans. Après la phase 3, là, il va y avoir, on va en parler au prochain point, potentiellement soumission aux autorités régulatrices. Et si c'est approuvé, c'est la phase 4, c'est-à-dire, c'est pas parce qu'un médicament est approuvé qu'on ne s'occupe plus des effets secondaires. Non, c'est la surveillance
post-mise en marché. Et il y a des médicaments qui peuvent être retirés du marché si, à long terme, c'est démontré qu'ils ont des effets secondaires ou des effets dangereux. Mais oui, tout à fait, docteur Huot. C'est la sécurité avant tout. Et on connaît déjà des médicaments qui ont été retirés du marché après plusieurs années d'utilisation chez les personnes. Donc, docteur Huot, une fois les phases complétées, comment un médicament est-il approuvé et rendu disponible au Canada puis au Québec? Donc, une fois que les études de phase 3 ont été positives, les compagnies vont soumettre une demande d'autorisation, ils vont soumettre une soumission à Santé Canada. Santé Canada qui va étudier ça. C'est un processus qui prend quand même un certain temps. Ça peut prendre jusqu'à 2 ans. Donc, Santé Canada va reviser ça en regardant à partir études animales, études de phase 1, composition du médicament, résultat des études de phase 3. Et là, Santé Canada peut décider d'approuver le médicament. Mais ça ne s'arrête pas là. Au Québec, ensuite, il va falloir, une fois que le médicament est approuvé par Santé Canada, il va être revisé par ce qu'on appelle l'INES. L'INES qui, lui, va regarder si ce médicament-là est efficace, si ce médicament-là doit être ajouté au formulaire des médicaments. Et ça a une importance au niveau du remboursement. Parce que si un médicament n'est pas approuvé par INES, le médicament peut quand même être disponible au Québec, mais il va être beaucoup plus difficile d'accès. On peut avoir accès si on a des assurances privées, ou encore on peut avoir d'accès via des programmes différents comme patients d'exception, oui, médicaments d'exception, ou des fois via des programmes de compassion. Donc ça, c'est important pour savoir si le médicament va être approuvé au formulaire de remboursement. On parle d'un processus d'à peu près peut-être 6 à 12 mois, tout dépendamment. Et qu'est-ce qui va être important pour le remboursement du médicament au Québec? C'est est-ce que par rapport aux médicaments qu'on a déjà, est-ce que ça apporte quelque chose? Est-ce que d'un point de vue pharmaco-économique, ça vaut la peine? Parce qu'il faut aussi tenir compte du contexte financier de la province. Et ensuite, le médicament devient disponible dans la province. Au Canada, c'est un différent mécanisme par une agence différente. Oui, tout à fait. Chaque province a sa propre façon d'évaluer et mettre dans la liste des médicaments. C'est très important les informations que vous venez de nous partager, Dr. Huot. Merci beaucoup pour ce partage. Les informations sont claires et concrètes. Afin de faciliter la compréhension du processus dans le cadre des essais cliniques, nous invitons à visionner le webinaire scientifique Chronologie du développement de la recherche scientifique de la découverte à l'application, accessible sur la chaîne YouTube de Parkinson Québec, et la capsule Recherche clinique 101 développée par Catalyse Recherche clinique Québec. Les informations concernant ces vidéos sont partagées en ce moment sur le chat. Nous aimerions maintenant vous inviter à visionner la vidéo du témoignage de Sir Boyle, une personne vivant avec la maladie de Parkinson, qui partage son expérience de participation à la recherche scientifique. Bonjour, mon nom est Serge Boily. J'ai 60 ans. Je suis atteint de la maladie de Parkinson. J'ai reçu mon diagnostic en mars 2019. Et j'ai cheminé beaucoup durant les 7 dernières années, mais la première année, ça a été vraiment difficile. J'ai consulté en psychologie. Je me gêne pas, mais quand j'avais besoin d'aide, je levais la main. Puis quand j'ai reçu ce diagnostic-là, j'ai décidé de m'impliquer. Je voulais comprendre c'était quoi cette maladie-là, puis pourquoi je l'avais. J'appelais chez Parkinson Québec, me demandais s'il y avait des recherches qui se faisaient. Ça a commencé comme ça. Les projets de recherche que j'ai faits, j'ai commencé à en faire un à l'Université McGill. Ça consistait à faire des IRM, des captations au niveau du cerveau avec des sondes. Puis après ça, j'en ai fait d'autres avec les arts. Comment expliquer la maladie ou faire comprendre la maladie avec les arts. J'ai fait au moins une trentaine de projets de recherche depuis ce temps-là. J'ai voulu savoir le plus possible vis-à-vis de tous les symptômes que j'avais, d'essayer de comprendre les premiers signes de la maladie. C'est ça qui me motive, moi. C'est de savoir pourquoi. Ben, ça me permet de l'expliquer aux gens. Qu'est-ce qu'on fait avec la recherche? Pourquoi qu'on fait de la recherche? Est-ce que ça donne quelque chose? C'est en faisant ces projets de recherche-là qu'on va réussir à comprendre cette maladie-là, peut-être d'en venir des traitements.
Si je peux être un leader là-dedans, de motiver les gens à participer, bien ça, c'est comme un gain pour moi. Puis quand on veut s'inscrire, bien, faut pas avoir peur de comment ça va se dérouler parce que c'est contrôlé par des personnes qui sont compétentes, puis les ressources qu'ils nous donnent, c'est des ressources fiables. Tout le protocole est expliqué. Quand j'ai participé à des projets de recherche, c'est toujours avec mon consentement, puis si je me sentais pas bien, ben j'arrêtais les projets de recherche à ce moment-là. Faut pas avoir peur d'y aller. On n'est pas des cobayes. On est des personnes qui contribuent à la recherche. J'aime beaucoup avoir des suivis, c'est savoir qu'est-ce que ça a donné. Est-ce que ça a porté fruit? Est-ce que ça a donné quelque chose? Ça, c'est le fun de savoir qu'est-ce que tu as fait, bien, ça a donné un résultat. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Avec les années, justement, je me suis rendu compte de l'avancement de la technologie. Ça avance à pas de géant. Avec l'intelligence artificielle, on se croirait dans les films de science-fiction. C'est complètement fou. Moi, je crois beaucoup qu'avec l'intelligence artificielle, ça va avancer encore plus rapidement qu'on le pense. Moi, j'ai confiance que dans un avenir assez rapproché, qu'on va trouver le médicament ou le traitement pour nous guérir. J'entends souvent dire, quand j'explique que je fais des projets de recherche, « Ah, ça donne rien. » C'est faux. Plus qu'on va avoir de participants, plus que ça va avancer. Mais si tu participes, bien, ça donne quelque chose. Si vous voulez croire à l'avenir, bien, participez à des projets de recherche. Ça se fait tellement facilement, c'est accessible à tout le monde. Que ce soit une personne de 40 ans, que ce soit une personne de 70 ans, c'est accessible à tout le monde. Moi, j'en ai fait une trentaine. Si vous en faites 1, 2, 3, tant mieux. Mais il faut le faire. C'est avec ça qu'on va avancer. Étant une personne positive qui croit encore à la vie, le Parkinson m'a donné un tremplin. Je me sens comme un homme qui a contribué à l'avancement de la recherche sur la maladie de Parkinson. Si un jour on dit on a trouvé un traitement, ben ce sera qu'est-ce que j'aurais fait pour la société, dans le fond. Nous tenons à remercier sincèrement Serge pour son témoignage. Son partage est précieux et contribue à rassurer la communauté sur la participation à la recherche. On voit à quel point son engagement le permet non seulement de mieux comprendre la maladie et ses symptômes, mais aussi de se sentir entouré et de prendre conscience du travail rigoureux de la communauté scientifique tout en étant au cœur des avancées de la recherche. Maintenant, dans cette deuxième partie, nous allons parler des études en phase 1 en cours au Québec. Les projets que nous allons aborder s'inscrivent dans le développement des médicaments potentiels modificateurs de l'évolution de la maladie. Dr Huot, pourriez-vous nous expliquer pourquoi on parle de médicaments potentiels modificateurs de l'évolution de la maladie et en quoi cette approche se distingue des traitements actuels avec la levodopa, par exemple? Alors ça, c'est fondamental comme question. Avec la levodopa, on masque les symptômes de la maladie de Parkinson, c'est-à-dire on renverse le tremblement, la rigidité, mais on ne s'attaque pas au processus au cœur de la maladie. Qu'est-ce qui fait que les gens ont le Parkinson et que la maladie progresse avec les années? Donc, des traitements qui modificateurs de l'évolution de la maladie, ça s'attaque aux processus qui sont en cours dans la maladie. Et qu'est-ce qu'on espère, c'est qu'un jour, on va être capable de les arrêter. Donc, c'est une étape cruciale pour trouver une cure pour la maladie de Parkinson. Ah, c'est des super nouvelles. On a beaucoup d'espoir et on croit à ce type de traitements qui sont en train de se développer. Pourriez-vous nous parler de l'étude Régénérons? De quel type de traitement s'agit-il et quel est le mécanisme thérapeutique puisque le Régénérons s'encadre dans les médicaments
potentiellement modificateur de l'évolution de la maladie. Oui, alors l'étude Régénérons, c'est une étude en cours présentement à l'hôpital neurologique de Montréal. C'est mon collègue, le docteur Postuma, qui est le chercheur principal. Donc, la plupart des gens avec Parkinson savent qu'est-ce que c'est l'alpha-synucléine. Les gens avec Parkinson développent trop d'alpha-synucléine dans leur cerveau et l'alpha-synucléine envahit plusieurs régions du cerveau. Et une des théories maintenant, c'est que cette suraccumulation-là d'alpha-synucléine est à l'origine de la maladie de Parkinson ou des symptômes. Alors, cette étude-là, qu'est-ce que ça fait? Donc, cette étude-là vise à, on appelle ça on va dire une thérapie qui modifie l'ARN. Donc, toutes les protéines viennent de l'ADN. L'ADN est transformé en ARN et l'ARN va donner lieu à une protéine. Alors, qu'est-ce que ce médicament-là fait? C'est qu'il va agir au niveau de l'ARN, il va aller se coller dessus, puis il va empêcher l'alpha-synucléine de devenir une protéine. Donc, ça va résulter en moins d'alpha-synucléine dans le cerveau des gens, donc potentiellement moins une évolution plus lente ou une évolution qui arrête. Donc, on va aller attaquer l'usine de production de l'alpha-synucléine pour éviter que ça dégénère en une surproduction alors. C'est bien dit, effectivement. Cependant, il faut dire, c'est une étude, on appelle ça First in Human. Donc, c'est la première fois, à ma connaissance, que ce type de thérapie-là est essayé chez l'humain. Alors, il va falloir voir qu'est-ce que ça fait. Donc, le but premier de l'étude, c'est pas de voir s'il y a une amélioration des symptômes de la maladie de Parkinson, même si ça en fait partie. Qu'est-ce qu'on veut voir? C'est une étude, on veut vraiment voir, est-ce que après injecter ce traitement-là, parce que je dis injection, parce que c'est fait par ponction lombaire, donc c'est un peu plus invasif qu'une injection intraveineuse, est-ce qu'après injecter ce traitement-là, on va avoir moins d'alpha-synucléine dans le liquide céphalorachidien? Donc, est-ce qu'on va avoir, on cherche vraiment qu'est-ce qu'on appelle des biomarqueurs ou des marqueurs qui montrent qu'on est capable d'interagir avec la cible thérapeutique. C'est ça le but premier de cette étude-là. Regardez aussi qu'est-ce qui se passe dans le sang et bien entendu, comme on a dit tantôt, monitorer les effets secondaires et la sécurité du traitement. Donc, pourriez-vous nous préciser quelles sont les personnes admissibles à cette étude selon les protocoles? Oui, donc ça prend des gens avec maladie de Parkinson, assez tôt dans l'évolution quand même, donc on parle diagnostiqué il y a moins de 4 ans. En termes de thérapie, si ma mémoire est bonne, ça ne dérange pas vraiment, en autant que la médication soit stable. Habituellement, c'est depuis 3 mois. Donc, c'est des personnes qui prennent déjà les levodopa, sont admissibles? Je pense qu'ils sont admissibles, tout comme ceux qui n'en prennent pas encore. OK, d'accord. Et quelle sera la prochaine étape pour ces traitements si on arrive à déterminer que les sécuritaires et que les effets secondaires sont pas dangereux contre la sécurité et la vie de la personne? En fait, oui. Donc, la prochaine étape, il va aussi falloir démontrer que ça a un effet sur l'alpha-synucléine. Et si tout est positif, ben là, ça devient très intéressant parce que potentiellement que cette molécule-là ou un de ses dérivés pourrait être avancé peut-être en phase 2. Et là, la phase 2, vous voyez, on se rapproche on monte en grade, si on veut. Donc, phase 2, on va pouvoir voir si c'est encore plus sécuritaire, bien toléré, mais aussi, on va avoir une meilleure idée si on a un effet ou non. Donc, c'est prometteur. Oui, tout à fait. Mais on est encore tôt. Oui, on est en phase 1, alors il faut poursuivre plusieurs étapes pour être certain que ça va fonctionner comme traitement. Nous allons maintenant aborder une avancée récente en recherche avec un nouveau traitement approuvé au Japon. Il s'agit d'une approche innovante basée sur des cellules souches, actuellement à l'étude dans le cadre d'un essai des phases 1 et 2. Docteur Huot, pourriez-vous nous dire plus sur ce traitement? Que représentent ces résultats pour la recherche en Parkinson? Alors, comme vous savez, Mme Rodriguez, ce sont des données qui ont généré beaucoup d'enthousiasme, cette étude-là, au Japon. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir? Au Japon, le processus d'approbation, tout ça est différent. Donc, ils ont fait une étude sur 7 patients. C'est pas beaucoup quand même. Oui. 7 patients chez qui ils ont injecté dans le putamène qui est une région du cerveau dans laquelle il y a moins de dopamine dans le Parkinson. Donc, ils ont injecté des précurseurs de cellules dopaminergiques dérivés de cellules souches
C'est compliqué, là, qu'est-ce que je viens de dire? Donc, ils ont injecté ça dans le putamen de gens. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une procédure chirurgicale. Donc, ils ont fait des injections dans le cerveau des gens des deux côtés. Dans l'étude de phase 1 et 2, il y avait deux groupes. Un groupe qui a reçu une dose un peu plus faible, un groupe qui a reçu une dose un peu plus haute. Et qu'est-ce qu'ils se sont rendus compte? C'est qu'il y avait, après 18, je pense que c'était 2 ans, 18 ou 24 mois, il y avait une amélioration clinique et évidence par un marqueur de PET scan, donc par un marqueur d'imagerie cérébrale, de survie de qu'est-ce qui a été, on va dire, greffé dans le cerveau des gens, sans évidence, et ça c'est important, sans évidence que ça grossisse trop. Parce qu'un des dangers quand on fait ça, c'est qu'il peut y avoir trop de prolifération de ces cellules-là, puis on peut se ramasser avec des problèmes dans le cerveau, donc des lésions ou des masses qui grossissent dans le cerveau. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire à ce propos-là? Il n'y avait pas de groupe placebo, donc il n'y avait pas de groupe contrôle. Donc, on ne sait pas, par rapport s'il y avait eu une procédure dans laquelle il n'y avait rien injecté, on ne sait pas comment les gens se seraient comportés ou si ça aurait fonctionné par rapport au placebo. Ensuite, quand on reçoit on va appeler ça des greffes neuronales dans le cerveau, il faut prendre une thérapie immunosuppressive pendant à peu près un an, pardon. Donc, pendant un an, on va être plus susceptible d'avoir des infections, on va être plus susceptible d'avoir des complications reliées à l'immunosuppression. Oui. Il faut y penser, plus les complications chirurgicales. Et l'autre chose, c'est que c'est approuvé au Japon, mais de façon conditionnelle. Donc, au Japon, leur processus fait en sorte qu'après ces études-là, ils approuvent de façon conditionnelle, mais ils continuent à étudier l'effet du traitement. Et c'est accessible seulement à des gens qui sont couverts par le système au Japon. Peu importe le système, je ne pourrais pas trop vous en dire là-dessus. Mais ce n'est pas accessible aux gens qui demeurent ici au Québec et au Canada. Et j'ai un de mes patients, entre autres, qui m'en a parlé et qui m'a demandé s'il pouvait avoir ce traitement-là. Donc, malheureusement ou heureusement, parce que, encore une fois, il y a beaucoup d'enthousiasme, mais il faut demeurer prudent, parce qu'il y avait juste 7 patients et on ne connaît pas les effets à long terme. On n'a pas accès à ça ici. Oui, tout à fait. Alors, il faut rester prudente par rapport à ces avancées-là, puis les prendre avec la rigueur avec laquelle vous venez de nous expliquer. Et voilà, donc je vous remercie pour ces informations. Puis, afin de faciliter la compréhension, nous invitons à consulter les rubriques scientifiques que nous avons publiées sur ces sujets, disponibles sur la section Recherche du site web de Parkinson Québec, dont une que nous avons publiée en janvier 2026, le titre « La thérapie cellulaire, où nous sommes ». Notre deuxième rubrique, nous avons publié très récemment, donc en avril 2026. Le titre de cette rubrique est « Nouvelle thérapie cellulaire au Japon, que faut-il en retenir ici au Québec ?» Ça, pour les personnes qui nous suivent et qui participent à ces webinaires, les informations, nous sommes en train de la partager dans le chat de Zoom et en commentaire sur Facebook. Il est important de rappeler maintenant que les essais de phase 1 et 2 sont encore des étapes précoces. À cet stade, on cherche surtout à évaluer la sécurité, les effets secondaires et à comprendre l'efficacité préliminaire du traitement. Même si certains résultats sont encourageants, plusieurs étapes sont nécessaires pour confirmer son efficacité et assurer sa sécurité à plus grande échelle. N'est-ce pas, Dr. Huot? Oui. Nous allons maintenant passer à la troisième partie consacrée aux essais cliniques de phase 2. Dr. Huot, pourriez-vous nous parler d'un médicament déjà utilisé pour d'autres indications dans d'autres pays comme en Europe et en Amérique du Sud? Il s'agit de l'ambroxol, un mucolytique utilisé pour les affections respiratoires. Avant de continuer, il est important de préciser que les essais cliniques concernant l'ambroxol ne sont pas menés au Québec. Cependant, nous avons choisi de les présenter parce que nous avons reçu beaucoup de questions de la part de la communauté. Donc voilà, Dr. Huot. Donc, l'ambroxol. Laissez-moi vous parler tout d'abord de l'enzyme glucocérébrosidase. Donc, l'enzyme glucocérébrosidase, c'est une enzyme, des fois les gens vont entendre GBA,
Donc, c'est en fait une cause très importante, un facteur de risque génétique très important de maladie de Parkinson. Quand les deux parents ont une mutation dans l'enzyme, ils vont avoir ce qu'on appelle la maladie de Gaucher. Quand un des parents a une mutation et la transmet, les gens sont plus à risque d'avoir une maladie de Parkinson. Et qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait que ça va réduire l'activité de cette enzyme-là, donc il va y avoir moins de dégradation des protéines, dont la protéine alpha-synucléine, dans les neurones des gens, et ça pourrait expliquer, entre autres, il y a d'autres mécanismes, mais ça pourrait expliquer pourquoi cette enzyme-là est intéressante pour le traitement de maladies de Parkinson. Il faut aussi mentionner que l'activité de l'enzyme peut être réduite chez les gens qui n'ont pas de mutation, mais qui ont quand même la maladie de Parkinson. Donc, il y a 2 études cliniques présentement. Une qui est menée au Royaume-Uni, phase 3, qui s'intéresse aux gens avec maladie de Parkinson avec mutation de la GBA ou sans mutation de GBA, et une étude de phase 2 menée en Israël, qui, elle, est chez les gens avec mutation confirmée de GBA. Alors, l'Ambroxol, qu'est-ce que ça fait? C'est un médicament, comme vous avez mentionné, un mucolytique qui, donc c'est pour les sécrétions, qui se lie à l'enzyme GBA et qui est capable d'augmenter sa fonction. Cependant, l'Ambroxol, il est utilisé à des doses peut-être normalement autour de, on va dire 100, peut-être jusqu'à 400 mg, mais pas plus que ça, dans les endroits où il est approuvé. Alors que pour Parkinson, on parle de doses plus hautes. On parle de doses qui peuvent aller jusqu'à entre 1000 et 1200 mg par jour. Il semble que ce soit bien toléré dans qu'est-ce qu'on a. Et il y a eu une étude justement faite au Canada par des chercheurs de London en Ontario qui a montré que le médicament était quand même bien toléré. Eux, ils l'ont essayé pour des troubles cognitifs dans la maladie de Parkinson. Alors ça, c'est très intéressant et ce médicament-là, je dirais, est probablement prometteur parce qu'il est déjà approuvé. Oui, tout à fait. Donc, on connaît ses effets secondaires, on connaît son profil d'efficacité, de tolérabilité, etc. Qu'est-ce qu'on ne sait pas, c'est ce qui va être bien toléré à plus haute dose. Et bien entendu, est-ce que ça va fonctionner en phase 3 dans la maladie de Parkinson par rapport à un placebo? Donc, il va falloir voir. Mais ce médicament-là, s'il était approuvé en termes de processus régulateur, etc., ce serait probablement plus facile parce qu'on peut se baser sur des années de données cliniques et même de données post-commercialisation. Oui, tout à fait. Donc, docteur Huot, on peut dire qu'on a de l'espoir d'avoir ces médicaments, l'Ambroxol, si ça franchit encore l'étape de sécurité, d'efficacité. Et puis, donc, la chose importante de ces médicaments, c'est qu'il va être utilisé pour traiter à la fois les personnes qui présentent une mutation au niveau du gène GBA1 et des personnes, donc les Parkinson, et d'une nature idiopathique, donc je dirais plus accessible pour les gens. Et comme vous venez de dire, c'est un médicament déjà largement utilisé en Europe, donc ça permettrait une homologation ici au Santé Canada, donc un processus plus accéléré, c'est ça? C'est ce qu'on espère. Oui, hein, vraiment. Donc, nous allons passer à la 4e partie et nous allons parler des essais cliniques de phase 3 qui sont en cours au Québec. Comme le Dr Huot l'a expliqué, cette étape permet de confirmer l'efficacité d'un traitement auprès d'un plus grand nombre de personnes et de poursuivre l'évaluation de la sécurité du traitement. Dr Huot, pouvez-vous nous expliquer ce qu'on doit comprendre lorsqu'on parle de l'efficacité d'un médicament? L'efficacité d'un médicament, ça veut dire, on peut... donc, il y a des critères objectifs. Dans la plupart des études, c'est des critères cliniques. Donc, pas seulement basés sur des biomarqueurs sans nécessairement corrélat clinique, mais par exemple, qu'est-ce qui va se passer, par exemple, avec une étude qu'on va parler tantôt, est-ce qu'il y a une réduction ou une évolution plus lente des symptômes parkinsoniens basés sur des évaluations objectives avec des échelles qui ont été validées, standardisées de façon internationale, entre autres l'échelle UPDRS de la Movement Disorder Society. Donc, si on peut démontrer qu'il y a une réduction de l'évolution, une évolution plus lente ou pas du tout d'évolution par rapport au placebo, à ce moment-là, on pourrait parler d'efficacité clinique.
Pouvez-vous nous expliquer un peu plus sur cette échelle de mesures d'efficacité, s'il vous plaît? Certainement. Donc, l'échelle UPDRS, ceux qui ont de l'expérience avec les études cliniques savent un peu c'est quoi. Donc, quand ils vont pour se faire évaluer, le médecin va tester différents mouvements, entre autres ce mouvement-là pour voir s'il y a une réduction de l'amplitude, de la vitesse, va tester le tonus musculaire, va regarder comment vous marchez, va regarder votre stabilité posturale. Donc ça, c'est l'évaluation motrice. Va aussi regarder par questionnaire si les gens ont des symptômes non moteurs. Par exemple, est-ce que les gens ont de l'anxiété? Est-ce que les gens ont de l'apathie? Donc, on est capable de regarder point de vue moteur et non moteur. Et bien entendu, il y a d'autres échelles qui vont être utilisées parce que souvent, c'est de façon, pas seulement une échelle, mais il y a plusieurs échelles pour avoir des mesures qui se recoupent, etc. Puis il y a plusieurs mesures d'efficacité secondaire, entre autres. Merci beaucoup, Dr. Oued. Pourriez-vous maintenant nous parler des essais cliniques de phase 3 en cours au Québec, notamment sur l'étude Parizeau ou l'étude de prasinezumab? Oui, donc prasinezumab, c'est important de mentionner que c'est un médicament qui a été... donc, comme on est en phase 3, il a déjà été testé de façon abondante chez l'humain et il y a eu des résultats encourageants dans des études de phase 2 qui ont montré que c'était pas qu'est-ce qu'on appelle les endpoints primaires, mais des mesures d'efficacité secondaires, surtout chez les gens qui progressent plus vite ou qui ont un Parkinson plus précoce, donc, ou un Parkinson moins avancé, pourraient avoir un certain bénéfice de ce médicament-là. Alors, c'est quoi? MAB, ça veut dire monoclonal antibody, donc c'est un anticorps contre la protéine alpha-synucléine. Donc, encore une fois, on interagit avec la protéine alpha-synucléine. On va se lier à la protéine alpha-synucléine pour empêcher, dans le fond, que la protéine puisse se propager au niveau du cerveau. On appelle ça une thérapie d'immunisation passive. Une thérapie qui est donnée de façon intraveineuse. Il y a 2 sites à Montréal, donc le site à l'unité des troubles du mouvement André Barbeau du CHUM, avec mon collègue le docteur Jaudoin, et un site à l'hôpital neurologique de Montréal avec mon collègue le docteur Postuma. Donc, très intéressant comme étude, Dr. Huot. Puis, pouvez-vous nous préciser quelles sont les personnes admissibles à cette étude selon les protocoles? Si je me souviens bien, selon le protocole, on parle de personnes qui ont un Parkinson diagnostiqué depuis, est-ce que c'est 3 ans ou 4 ans? Je suis mêlé entre les deux. Il me semble que c'est 4 ans. Je pense que c'est 4 ans, c'est ça. Hein? Ça ne dérange pas qu'on soit sous traitement dopaminergique ou non, en autant que la dose soit stable depuis au moins 3 mois. Et bien évidemment, il y a des critères d'exclusion, donc pas d'autres maladies neurologiques, etc. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire? Je sais que dans le chat, on va donner les coordonnées des coordonnateurs de recherche. Donc, si vous avez des questions sur l'étude, tout à fait. Toujours les contacter parce que ça va leur faire plaisir. Oui, tout à fait, Dr. Huot. Maintenant, est-ce que vous pourriez nous parler de l'étude Expedit-2 ou l'étude de Bendaneprocel? Oui. Donc, tantôt, on a parlé de l'étude au Japon. Bien, ça, dans le fond, c'est un peu le même principe. C'est pas tout à fait la même chose, par contre. Donc, c'est des cellules dopaminergiques, des précurseurs de cellules dopaminergiques qui vont être, on va dire, greffés, encore une fois, donc qui vont être injectés dans le putamen, dans le cerveau des gens avec maladie de Parkinson. La différence, par contre, c'est qu'il va y avoir, cette fois-ci, un groupe placebo. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est qu'il y a eu une publication sur ce traitement-là qui a été fait chez 12 patients qui ont reçu 2 doses et le groupe qui a reçu la dose la plus haute de cellules souches a montré probablement une réduction des symptômes moteurs et également une augmentation de l'innervation en dopamine dans le striatum. Donc, il semble que dans l'étude qui est publiée, qui n'était pas une étude de phase 3, ça a bien fonctionné. De façon importante, ils ont pas vu qu'il y avait évidence de croissance excessive de la greffe. Comme on disait, c'est toujours une inquiétude. Et les gens qui décident de devenir sujet pour cette étude-là vont aussi devoir prendre une thérapie immunosuppressante pendant 1 an. Il faut mentionner
que les gens qui vont décider d'être volontaires pour cette étude-là vont devoir avoir une chirurgie des deux côtés de leur cerveau, donc une procédure chirurgicale des deux côtés du cerveau. Et je pense que c'est une randomisation 2 pour 1. Donc, pour chaque 2 patients qui vont avoir le traitement, il y en a un qui va avoir un placebo. C'est important de le savoir parce que ça se peut que les gens qui décident de s'enrôler dans cette étude-là tombent sur le placebo, mais c'est important de savoir, mais juste, il faut le savoir avant de s'enrôler pour cette étude-là. Quand on parle de placebo, ça veut dire que la personne va suivre le même processus que les personnes qui vont recevoir la dose du médicament, n'est-ce pas? Ils vont avoir, exactement. En fait, si ma compréhension est bonne, ils ne recevront pas de traitement immunosuppresseur, ils vont recevoir un placebo équivalent et ils vont quand même avoir ce qu'on appelle un sham surgery, c'est-à-dire qu'ils vont faire comme si c'était une chirurgie, mais il n'y aura pas l'injection du traitement actif. OK. C'est intéressant de partager ces informations, Dr. Huot. Et c'est au CHUM. Oui. Je m'excuse de vous interrompre. Donc, le site de cette étude, c'est à la clinique de troubles du mouvement du CHUM. Dr. Huot, on a parlé des médicaments qui sont dans les phases 3. Quelles sont les perspectives de mise en marché pour ces traitements et leur éventuelle utilisation en pratique clinique? Il faut voir. J'ai toujours tendance à être prudent. Il faut que les gens sachent, puis je veux pas être trop optimiste, je veux pas être trop négatif non plus, mais il y a on dit jusqu'à 50% des médicaments qui se rendent en phase 3 qui ne sont pas approuvés par les autorités régulatrices, que ce soit pour différentes raisons. Il peut y avoir des effets secondaires, ça se peut que ça fonctionne pas comme on voudrait. Donc, je suis pas certain pour les 2 traitements desquels on a parlé, parce qu'on est encore au tout début. Donc, il y a eu des anticorps monoclonaux comme prasinezumab qui ont été essayés. Peut-être que prasinezumab va marcher, mais s'il ne marche pas, je pense qu'il ne faut pas se décourager parce qu'il y en a d'autres qui peuvent fonctionner. Il y en a qui n'ont pas fonctionné dans le passé, simpanemab, mais il y en a d'autres qui sont présentement à l'étude. Donc, je pense que à un moment donné, si on a la bonne cible thérapeutique, ça va marcher. Mais il faut avoir, parce que une des choses de prasinezumab, c'est que malgré tout, il y a des études qui ont démontré, surtout des études plus précoces, que sa pénétration dans le cerveau n'est pas nécessairement très grande. Donc, si ça ne fonctionne pas, ça se peut que ce soit à cause de ça. Puis ça se peut que ça ne fonctionne pas de façon statistiquement significative, mais ça se peut qu'il y ait des gens qui se sentent quand même bien à cause de ça. Mais je ne sais pas si ça va être approuvé, par exemple. Pour l'étude neurochirurgicale, il faut voir, parce que c'est quand même une étude plus invasive. C'est sûr que l'idée de restaurer la fonction puis de restaurer la transmission dopaminergique dans le cerveau est très attrayante. Et peut-être qu'éventuellement, ça pourra permettre même, je dis ça comme ça, mais pas nécessairement, peut-être permettre de réduire la thérapie dopaminergique. Donc, ce serait intéressant. Mais quand on injecte des cellules dopaminergiques précurseurs au niveau du cerveau, on peut avoir plus de dopamine, mais le cerveau, c'est complexe. Hein. Il y a plein de connexions, d'innervations, de branchements, de communications cellulaires. Alors, il faut être capable de rétablir ça aussi, plus que donner de la dopamine. Donc, il faut voir. Je demeure optimiste, mais prudent. Donc, Dr. Huot, même si on est rendu en phase 3 pour l'étude Parezo et Expedit 2, les personnes, en plus de faire partie de ces traitements-là, ils doivent continuer à prendre le levodopa comme traitement? Oui, parce que idéalement, c'est sûr que s'il y a des optimisations du traitement qui doivent être faites en cours de traitement, c'est correct, c'est à la discrétion du clinicien, etc. Mais il faut que ce soit mentionné lors des visites cliniques parce que ça va être pris en compte quand les analyses de traitement vont être faites. Mais oui, ça, c'est une autre chose que je pense que c'est important de mentionner. Quand on est dans une étude clinique, si, par exemple, la condition évolue, qui nécessite un changement de traitement, il ne faut pas s'empêcher, il ne faut pas que le médecin traitant s'empêche de bien soulager les patients, qu'ils soient ou non dans une étude clinique et que ça puisse interférer ou non
que les gens pensent avec l'étude clinique. Le confort et la prise en charge du patient demeurent primordiales. Oui, tout à fait, docteur Huot. Et pour les personnes qui s'intéresseraient à participer à ces études, nous sommes en train d'inclure les informations sur le chat et sur un commentaire sur Facebook. Donc, voilà. Docteur Huot, dans une cinquième partie, et la dernière, nous poursuivrons avec d'autres approches complémentaires au traitement médicamenteux. Les deux études présentées portent sur des interventions non pharmacologiques. La première concerne une thérapie axée sur le sommeil et la santé mentale. Pourriez-vous nous en parler sur cette approche? Oui, je vais vous avouer, je suis moins familier avec ces approches-là. Donc, il y a une étude qui est menée par ma collègue Dr. Kaminska du Centre universitaire de santé McGill et par un collègue au Centre universitaire, à l'Institut de gériatrie de Montréal, que dans le fond, les critères de recrutement pour les patients de cette étude-là, c'est ceux qui ont des problèmes de sommeil. Et l'idée est des problèmes cognitifs. Et l'idée, c'est de voir si une thérapie cognitive comportementale va améliorer le sommeil et va également, je présume que c'est par effet sur le sommeil, améliorer certains aspects cognitifs de la maladie. L'étude consiste en plusieurs séances sur Internet, rencontres avec un psychologue. Il y a également des imageries cérébrales qui vont être faites. Je pense qu'un avantage très intéressant de cette étude-là, c'est que il n'y a aucun médicament qui est impliqué et c'est des choses, la thérapie cognitivo-comportementale, qui peut potentiellement avoir ou être appliquée à d'autres aspects de la maladie de Parkinson. Donc, ça pourrait être très intéressant de ce côté-là. Et il y a également mesure de différents paramètres du sommeil. Si je me rappelle bien, il y a des polysomnographies, certaines qui sont faites à domicile. Je pense qu'il y a des mesures d'activité aussi qui sont faites. Donc, il y a quand même un suivi sur plusieurs paramètres basés sur l'impact de l'amélioration du sommeil. Parce que le sommeil, c'est fondamental. Mais oui, tout à fait. Les troubles du sommeil font partie des symptômes précurseurs de la maladie de Parkinson. Donc, on a récemment présenté un webinaire à ce sujet. Donc, pour les personnes qui nous suivent, allez sur la chaîne YouTube de Parkinson Québec et regardez cette vidéo-là. La deuxième approche non pharmacologique porte sur une neurostimulation non invasive pour améliorer les symptômes moteurs. Docteur Huot, pourriez-vous nous dire un peu plus sur ce traitement? Oui, mais en fait, c'est quelque chose avec lequel je suis aussi moins familier, mais qui me semble absolument intéressant. Donc, c'est mené par le docteur Cyril Schneider à Québec. Et qu'est-ce qu'il fait le docteur Schneider? C'est qu'il va stimuler en périphérie. C'est-à-dire qu'il va aller stimuler, par exemple, des nerfs, il va aller stimuler, par exemple, des muscles. Et l'idée, c'est que les gens avec Parkinson sont moins mobiles, donc ils bougent moins. Donc, il utilise moins, en fait, parce que le mouvement est élaboré au niveau du cerveau. Donc, l'idée, c'est de stimuler en périphérie pour aller induire de la plasticité cérébrale. Donc, c'est comme pour aller, dans le fond, réparer le cerveau ou faciliter certaines connexions cérébrales, ce qui va résulter en davantage de mouvement et une plus grande fluidité du mouvement. Encore une fois, c'est une approche qui est très intéressante parce que ça ne demande pas de médicaments. Les effets secondaires principaux, c'est principalement des effets secondaires au niveau local, des fois de l'inconfort, des contractions musculaires, mais rien qui ne devrait être permanent. Et c'est non invasif. Et je pense que le Dr. Schneider a donné un webinaire récent là-dessus dans lequel il donne beaucoup d'informations. Justement, et pour les personnes qui souhaitent avoir plus d'informations sur cette thérapie, nous invitons à visionner le webinaire scientifique La neurostimulation non invasive pour ralentir le déclin fonctionnel dans la maladie de Parkinson, accessible également sur la chaîne YouTube de Parkinson Québec. Passons, Dr. Huot, maintenant à une période de questions et de réponses. Et voilà la première question. Nous avons abordé le développement de plusieurs essais cliniques, notamment sur de nouveaux médicaments potentiellement modificateurs de l'évolution de la maladie de Parkinson. Peut-on dire que nous nous rapprochons de la découverte de nouvelles thérapies susceptibles d'arrêter la progression de la maladie? Moi, je vais dire que oui.
Aujourd'hui, on a parlé surtout d'alpha-synucléine, on a parlé un peu de l'enzyme glucocérébrosidase, mais il y a aussi en plus d'autres cibles thérapeutiques qui, par exemple l'enzyme LRRK2, qui font l'objet quand même de recherches assez intenses. Et il y a aussi d'autres médicaments, d'autres approches qui sont aussi prometteuses pour interférer avec alpha-synucléine, mais aussi peut-être d'autres cibles thérapeutiques. Et d'ailleurs, juste parler de peut-être un peu... la fondation Michael J. Fox aux États-Unis a publié, ça fait pas très longtemps, à l'automne en fait, a eu une conférence durant laquelle ils ont identifié plusieurs cibles thérapeutiques d'intérêt. Donc, si on n'est pas capable, ou peut-être que, qu'est-ce que je veux dire, c'est que peut-être qu'on aura besoin d'avoir plusieurs cibles thérapeutiques administrées simultanément pour avoir un effet, mais qui sait. Puis, il me semblait que je voulais dire... Mais oui, ce qu'il faut dire maintenant, c'est que maintenant nous avons parlé de ces cliniques qui sont en cours au Québec, mais qu'il y a ailleurs, dans d'autres pays, il y a plein d'autres cibles thérapeutiques, comme vous mentionnez, Dr. Huot. Puis la recherche, ça ne s'arrête pas là, juste l'alpha-synucléine ou d'autres types de protéines. La recherche, elle est vaste, puis on essaie de justement trouver la meilleure façon de traiter les personnes, que ce soit par un médicament unique ou plusieurs traitements à la fois. Exactement, oui. Donc, parmi les approches présentées aujourd'hui, lesquelles vous semblent les plus prometteuses à court terme? Bien, on en a comme glissé un mot. Je vais dire Ambroxol, parce que pour les raisons qu'on a déjà mentionnées, traitement qui est approuvé dans plusieurs régions, dans plusieurs pays du monde, et médicament qui est en phase 3. Pour les autres, peut-être prasinizumab, qui semble très intéressant parce qu'on est déjà en phase 3. Je vais peut-être faire une parenthèse sur l'étude Blue Rock, parce que l'étude Blue Rock, c'est sûr que ça pourrait avoir un impact très intéressant. Donc, c'est celle où on va faire les injections de cellules précurseurs dopaminergiques. Ce serait surtout bon pour les symptômes moteurs, mais comme vous le savez, il y a plusieurs régions du cerveau qui sont affectées par la maladie de Parkinson. Donc, l'injection locale de cellules dopaminergiques pourrait être bonne contre les symptômes moteurs, mais probablement pas bonne contre les autres manifestations de la maladie. Donc, c'est sûr qu'on ne sera pas capable d'enlever tout et même peut-être pas de ralentir la progression de la maladie avec la greffe de cellules dopaminergiques. On va être capable d'atténuer les symptômes moteurs, mais on ne guérira pas la maladie. Par exemple, on n'empêchera pas l'alpha-synucléine de se propager dans le cerveau avec cette approche-là. J'aurais dû en parler plus tôt, c'est important de le mentionner aussi. Puis de là l'importance que vous parlez tantôt de plusieurs cibles thérapeutiques. Potentiellement. Oui, potentiellement, oui. Donc, pourriez-vous nous expliquer le processus de sélection pour participer à des essais cliniques, notamment comment on évalue si une personne est admissible ou non? Je pense que la première chose, tous les gens qui sont ici sont des gens qui sont plutôt motivés, puis qui sont pleins de curiosité. Donc, les gens, souvent, ils font leur propre démarche, puis ils regardent en ligne, puis ils peuvent trouver des études qui peuvent potentiellement les intéresser si elles ne sont pas trop loin. Ensuite, je dirais, toujours regarder sur le site de Parkinson Québec, quand il y a des nouveaux développements, etc. Le site web de Michael J. Fox est important aussi, et parlez-en à votre médecin. Donc, les gens qui viennent... moi, j'ai des gens, de mes patients, ils me disent, une des raisons pourquoi ils veulent être suivis au CUSUM, c'est parce que justement, ils ont accès à plein de recherches cliniques, que ce soit des recherches pharmacologiques, que ce soit des recherches sur d'autres choses. Et une autre chose que j'aimerais mentionner aussi, c'est le réseau Parkinson Québec. Le réseau Parkinson Québec, dans le fond, c'est fait pour ça. Hein. C'est fait pour faciliter l'accès à la recherche, pour que les gens qui veulent participer à des projets de recherche puissent y avoir accès et être enrôlés plus facilement. Donc, vous pouvez regarder sur le réseau, le site du réseau Parkinson Québec. Je pense que c'est un bon départ. Oui, tout à fait, Dr. Huot. Puis d'ailleurs, c'est parkinsonquebec.org.
publie plusieurs informations sur la participation, on appelle la participation à des projets de recherche. Donc, via les rubriques scientifiques aussi, quand il y a un lien avec le sujet, puis s'il y a une étude en cours, on met en contact, on met les informations pour que les gens puissent contacter le chercheur principal ou la personne approuvée par l'éthique à qui on doit s'adresser. Maintenant, nous avons une question et ça dit sur les médicaments modificateurs de la maladie. Les mécanismes d'action, traditionnellement, les traitements masquent les symptômes. En quoi ces nouvelles molécules modificatrices représentent-elles une approche différente des traitements traditionnels? Est-ce qu'on parle de ralentir, d'arrêter ou de renverser la progression? Ça, c'est une bonne question. Donc, présentement, on parle de ralentir ou d'arrêter. Les autres thérapies qui renverseraient la progression, on appelle ça des thérapies neuro-restauratrices. On n'est pas encore là. Donc, qu'est-ce que ça fait? Dans le fond, qu'est-ce qu'on vise avec, par exemple, altérer la progression d'alpha-synucléine? C'est de faire en sorte, si l'hypothèse est bonne, qu'il n'y ait plus d'alpha-synucléine qui se propage dans le cerveau. Donc, que la mort neuronale qui dépend d'alpha-synucléine cesse. Cependant, il y a déjà des neurones puis des cellules qui sont mortes. Et pour vraiment renverser la maladie, il faudrait être capable de régénérer ces cellules-là. Et ça, on n'est pas là. C'est sûr que la greffe de cellules dopaminergiques est intéressante, mais on greffe dans le putamen et le problème est dans la substance noire. Donc, on ne s'attaque pas vraiment à la restauration des cellules qui ont dégénéré. On ne parle pas non plus de rétablir toutes les communications intercellulaires puis les contacts, donc de rétablir, si on veut, la connexion cérébrale qui est perdue. Mais si on est capable d'arrêter l'évolution de la maladie, qu'on est capable de détecter les gens à un stade précoce, peut-être même un stade prémoteur, parce que maintenant, on a des biomarqueurs pour la maladie de Parkinson, on a les symptômes prémoteurs. Donc, si on était capable de commencer une thérapie qui ralentit ou qui arrête la maladie de progresser à ce stade-là, théoriquement, ce serait possible qu'on n'ait plus de maladie de Parkinson symptomatique. Mais éventuellement, pour vraiment guérir la maladie, il va falloir une thérapie neuro-restauratrice. Et ça, on n'est pas encore là. Merci, Dr. Huot. Juste, pourriez-vous nous préciser, quand vous avez parlé tantôt de biomarqueurs, vous avez associé les mots biomarqueurs à des symptômes précurseurs de la maladie. Juste nous clarifier cette partie-là. De plus en plus, il y a des tests qui permettent de... C'est des tests qui ne sont pas encore disponibles aux cliniciens. Donc, comme moi, si je voulais faire un test comme ça, je ne pourrais pas. Mais j'ai bon espoir qu'un jour, ça vienne disponible. Donc, dans des contextes de recherche, on peut faire prélèvement de cellules cutanées, puis on peut voir si les gens, on appelle ça, en fait, si les gens ont de l'alpha-synucléine en périphérie, et ça peut être un indicateur que ces gens-là sont plus à risque de développer la maladie de Parkinson. Donc, ils ont la biologie de la maladie de Parkinson. Donc, si on était capable d'avoir accès à des biomarqueurs plus précoces, de façon plus précoce et de façon plus standardisée et plus universelle, on serait probablement capable de diagnostiquer le Parkinson même avant les symptômes moteurs. Par exemple, quelqu'un a une perte d'odorat, a, on va dire, trouble du sommeil paradoxal, plus un biomarqueur positif, cette personne-là, mettons, a, on pourrait dire, 99% de développer le Parkinson. Donc, traitons-la avec, on va dire, je ne sais pas, un médicament qu'on a parlé aujourd'hui, par exemple, pour que le Parkinson moteur ne se développe pas. Donc, on peut considérer cette personne comme étant dans un état initial de la maladie de Parkinson. Effectivement, pré-symptomatique, prémoteur, et voilà. Oui, et justement, on parle aussi d'un indicateur avec la salive, d'un biomarqueur dans la salive. Donc, on a fait un webinaire en janvier. Encore une fois, pour les gens qui nous suivent, allez regarder ces vidéos-là. Et puis, maintenant, nous passons à la question suivante. On nous demande sur la mise en marché des médicaments. On sait que le processus de mise en marché est rigoureux pour un médicament qui est actuellement en phase avancée d'essai clinique. Quel est l'horizon réaliste
pour une disponibilité en pharmacie au Québec. Bon. Parlons par exemple de prasinizumab. Prasinizumab est en phase 3. J'ai regardé sur le site avant notre rencontre. Donc, l'étude de phase 3, je pense, devrait se terminer, c'est soit 2029, soit 2032. Je ne me rappelle pas. Il me semble 2029. Donc, on est à 3 ans d'ici. Ensuite, si c'est positif, ça se peut qu'ils décident de faire une autre étude parce que c'est pas positif comme ils veulent, etc., tout ça. Mais s'ils ne font pas d'autres études puis qu'ils procèdent directement à la demande de mise en marché, ils vont probablement appliquer à la FDA en premier. On parle d'à peu près, on va dire peut-être 1 an et demi avant que ce soit approuvé ou non. Souvent, Santé Canada se base sur des reviseurs internationaux pour approuver ou non un médicament et la FDA compte beaucoup. Donc, si ça prend 1 an et demi pour la FDA, peut-être qu'un an plus tard, ça pourrait être disponible au Canada. Mais là, on est déjà rendu, on dit fin 2029, mais on se dit peut-être 1 an d'analyse des résultats, donc 2030, peut-être 2 ans FDA Santé Canada, donc on parle 2032, puis peut-être 6 mois, 1 an pour l'INES, donc peut-être 2033. Donc, c'est sûr que qu'est-ce qui en ressort, c'est que c'est pas immédiat pour les gens qui veulent que ça se passe demain. Malheureusement, ça va être plus long que ça. 7 ans, par contre, ça peut passer vite. Des fois, 7 ans, ça peut être long aussi, mais c'est un horizon qu'on a. Si prasinizumab, par exemple, ne marche pas, là, il va probablement falloir qu'un autre médicament passe les études de phase 3. Puis ça va prendre plus de temps. Donc, de façon réaliste, après 2030. Oui, mais il y a quand même de l'espoir là-dedans. Il y a de l'espoir, c'est ça. Faut pas se décourager. Mais c'est là qu'on voit que le terme patient prend tout son sens. Mais oui. Dans le cas de la maladie de Parkinson, encore plus. Exact. Puis juste, je voudrais comme clarifier une chose, Dr. Huot. On dit que d'abord, on va demander l'approbation à la FDA. Donc, c'est parce qu'il s'agit de ces études de prasinezumab qu'on a parlé tantôt. C'est des études qui sont polycentriques, donc des études qui se font dans plusieurs pays. Et donc, voilà, pourriez-vous nous clarifier un peu plus pourquoi on va d'abord pour la FDA et non directement pour Santé Canada, pour demander l'approbation? Ouais, je ne devrais pas dire ça parce que ce n'est pas politiquement correct. Parce que la FDA a tendance à être plus rapide que Santé Canada. Et Santé Canada se base beaucoup sur des reviseurs externes, alors que la FDA a un comité scientifique interne. Donc souvent, Santé Canada se base sur les opinions d'autres juridictions et la FDA compte pour beaucoup là-dedans. Donc souvent, un médicament va être approuvé aux États-Unis, en Europe, avant d'être approuvé au Canada, parce que le processus d'approbation n'est pas le même. Donc, c'est surtout pour ça. Ça ne veut pas dire qu'ils vont faire une demande aux États-Unis, ils peuvent décider de faire une demande en Europe. Mais les États-Unis, c'est un gros marché souvent, donc c'est pour ça qu'ils vont avec eux habituellement. Puis le processus d'approbation est plus rapide habituellement. Même si 1 an et demi, ça peut paraître long quand même. Long. Merci beaucoup pour cette clarification, Dr. Huot. Maintenant, la question suivante. Sur les essais cliniques et la participation, l'accessibilité au Québec. Les essais cliniques se déroulent principalement dans des grands centres urbains comme Montréal et Québec. Où existe-t-il des maillages pour permettre aux patients des régions plus éloignées d'y participer? C'est vrai que ça peut être plus difficile. Je pense que l'idéal, c'est de contacter le coordonnateur de recherche et de voir qu'est-ce qui est possible. C'est arrivé dans des études qu'on a eu des patients qui venaient de loin. C'est arrivé dans des études on a des gens qui ont pris l'avion pour venir. Donc, c'est arrivé dans des études qu'on a des gens qui restent dans d'autres villes puis qui doivent conduire pendant quelques heures pour venir. Donc, je ne pense pas que ce soit un critère d'exclusion, sauf pour quelques études où est-ce que c'est spécifié. Par contre, c'est sûr que
ça va demander plus de temps en transport, mais je ne pense pas que ce soit impossible. Et je pense que si l'étude vous intéresse vraiment, je pense que vous devriez contacter le coordonnateur de recherche et de voir qu'est-ce qui peut être fait pour pouvoir vous permettre de participer à une étude. Parce que les études, il ne faut pas oublier, par exemple, quelqu'un qui est recruté pour l'étude prasinizumab. Ben, si ça marche, puis qu'il est dans le traitement actif, c'est bien, c'est le fun. Donc, oui, c'est une opportunité extraordinaire de peut-être avoir un traitement qui va fonctionner. Donc, je pense que sur cette base-là, si vous êtes vraiment intéressé, allez-y, contactez les gens, puis voyons voir qu'est-ce qui est possible. Quelles sont les ressources qui pourront être disponibles pour les personnes qui viennent de loin? Merci beaucoup. Question suivante. Je bénéficie déjà d'un neurostimulateur qui m'aide beaucoup pour certains symptômes. Est-ce que le fait d'avoir est-ce que le fait d'en avoir une exclut l'accès à d'autres thérapies? Non, pas nécessairement. Ben, premièrement, ça dépend quel genre de neurostimulateur. Donc, par exemple, il faudrait voir quel genre de neurostimulateur. Si on parle d'électrodes implantées, des fois, c'est des critères d'exclusion pour certaines études, c'est vrai, mais pas toutes les études. Donc, encore une fois, je pense que l'idéal, si vous êtes vraiment intéressé, vous pouvez en parler à votre neurologue. Si vous êtes des patients du CUSUM ou du CHUM ou du centre universitaire, de centre hospitalier universitaire de Québec, parlez-en à vos neurologues. Voyez qu'est-ce qui est possible. S'ils n'ont pas la réponse ou que ce n'est pas dans leur centre, contactez peut-être Parkinson Québec, votre coordinateur de recherche ou etc. Et essayez d'avoir l'information, mais ne prenez pas pour acquis que vous n'êtes pas un candidat avant qu'on vous l'ait confirmé. Oui, c'est si ça vous intéresse vraiment, posez la question. Oui, tout à fait. Question suivante. Quelle est votre position sur les traitements à base de cellules souches? Croyez-vous à l'efficacité de l'injection par le nez des cellules souches autologues? Avez-vous entendu parler de ce type de traitement, Dr. Huot? J'ai vu passer quelque chose là-dessus, mais je ne pourrais pas commenter beaucoup. Il faut voir dans quel contexte c'est fait. Donc, c'est important de mentionner que c'est des thérapies qui ne sont pas approuvées. Donc, est-ce que j'y crois ou non? Comme clinicien, mon devoir, c'est de me fier à ce qui est evidence-based et de ne pas faire de recommandations qui ne sont pas basées sur les évidences scientifiques. Même si c'est prometteur, même si ça fait du sens, si ce n'est pas une thérapie recommandée, et c'est une thérapie quand même qui peut avoir un certain risque parce qu'une injection par le nez, donc c'est vrai que la barrière hémato-encéphalique au niveau du nez nasal, des bulbes olfactifs, est moins perméable et plus perméable, donc c'est plus facile de rentrer dans le système nerveux central, mais c'est pas assez supporté par les évidences pour que je puisse faire de recommandations en faveur. Et si je ne suis pas capable de me prononcer sur la sécurité d'une certaine procédure, je vous dirais, soyez prudent. Si c'est fait dans un contexte de recherche, c'est différent. Donc, informez-vous au point de vue au niveau des coordonnateurs de recherche, mais je ne peux pas recommander un traitement comme ça. Et ce n'est pas une question d'y croire ou non, c'est une question qu'on ne sait pas si ça marche. Mais oui, tout à fait. Vous avez fait, Dr. Huot, de sensibiliser à la réalité de ce type d'études, d'avoir conscience, de bien s'informer avant de prendre une décision. Parce que je comprends les gens avec Parkinson, ils veulent avoir... C'est des gens extraordinaires. Puis ils veulent avoir quelque chose qui va les guérir. Mais, je m'excuse de ce que je vais dire, mais c'est important. Des fois, je le dis à mes patients, cet espoir-là peut les rendre vulnérables à certaines pratiques dont la sécurité n'est pas bien démontrée. Alors, soyez prudents. J'ai plein de mes patients, moi, ils me posent des questions sur des procédures de recherche ou des traitements prometteurs. Et la chose que je dis souvent, c'est soyez prudents. Oui, tout à fait. C'est la première chose. Et avant de prendre une décision, consultez avec votre neurologue ou l'équipe traitante qui vous suit. Question suivante.
Est-ce que ces thérapies dont nous avons parlé aujourd'hui sont accessibles à tout âge, 70 ans et plus, lorsqu'on parle des essais cliniques des nouveaux médicaments? La plupart des thérapies, il faudrait que je vérifie, mais la plupart des essais cliniques sont chez les gens avec Parkinson, souvent ça s'arrête à 80 ans, mais pas toujours. Des fois, ça peut être plus vieux. Entre autres, je pense, l'étude cognitivo-comportementale, elle, peut aller plus vieux aussi, mais des fois, il y a des limites d'âge. Comme il faudrait voir, peut-être qu'on l'a ici. Entre autres, les procédures chirurgicales, des fois, il y a une certaine limite d'âge, mais honnêtement, je pourrais pas vous dire. Il faudrait vérifier encore une fois avec le coordonnateur de recherche. Je Mais ne voudrais oui, pas tout vous à fait. induire en erreur. Il y a des spécificités à l'intérieur des protocoles qu'il faut les consulter avec la personne qui est en charge de donner plus d'informations. Donc, on encourage les personnes qui nous suivent de prendre les informations qu'on est en train de partager sur le chat et de contacter la personne ressource pour ces études-là. Passons à la question suivante. Peut-on espérer avoir accès dans un avenir rapproché comme maximum 1 an ou 2 un traitement qui pourra stopper, voire même restaurer les cellules détruites par la maladie? On a déjà tantôt parlé, puis vous avez été clair, il nous reste encore quelques années pour se rendre là, à trouver un médicament qui puisse restaurer, mais si vous avez quelque chose à ajouter à ce niveau-là? Ben, je pourrais peut-être dire que peut-être qu'on pourrait avoir accès, mais dans un contexte de recherche. Et ça va sans doute demeurer sous investigation, comme on disait, pendant encore longtemps. Mais encore une fois, si par exemple c'est accessible dans un contexte de recherche, ben ça se peut que ça marche. Ça se peut que ça marche pas, mais ça se peut que ça marche. Puis si ça marche, on a tout à gagner. Mais oui, tout à fait. Question suivante. Quels sont les effets secondaires des nouveaux traitements? Ben ça, écoutez, c'est difficile à dire, mais c'est pour ça qu'on fait ces études-là. Entre autres, on va parler de l'étude Régénéron, qui est une étude, on parlait avec l'ARN, qui va réduire, comme on disait, l'usine de production d'alpha-synucléine. Ben, en fait, il y a plusieurs choses qu'on ne sait pas. Parce que si on réduit juste assez l'alpha-synucléine, on va être capable d'avoir un bon effet sur la maladie de Parkinson. Si on la réduit trop, qu'est-ce qui arrive? Oui. Parce que c'est quand même une protéine dans le cerveau des gens qui a une fonction impliquée dans la communication entre les neurones. Donc, c'est ça qu'on ne sait pas. C'est pas qu'on fait ces études-là. C'est pour ça que, je vais le mentionner pour cette étude-là aussi, c'est un single ascending dose. Donc, on commence avec une faible dose, on regarde qu'est-ce qui se passe. S'il n'y a pas d'effet secondaire, on augmente. Puis s'il n'y a pas d'effet secondaire encore, on va avec une dose plus haute. Donc, c'est fait de façon très sécuritaire et standardisée, justement parce qu'on ne sait pas ça va être quoi les effets secondaires. Pour les effets secondaires des médicaments qui sont en phase 2, en phase 3, ça, on a une meilleure idée. Pour qu'est-ce qui est des effets, parce qu'il y en a déjà eu, mais peut-être qu'il va y en avoir des nouveaux, parce que après, par exemple, la prise à long terme de ce médicament-là, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il faut dire que souvent les études cliniques de phase 2 sont faites pendant quelques semaines. On regarde qu'est-ce qui se passe après. Les études de phase 3, habituellement, sont un petit peu plus longues. Dans des environnements très contrôlés, on surveille la nutrition, les aliments, les horaires. Donc, c'est très contrôlé. Puis lorsqu'on sort à l'extérieur, dans la vraie vie, on va pouvoir observer s'il y a de nouveaux effets secondaires qu'on n'était pas en mesure d'observer dans le cadre des études Absolument. contrôlées. Et peut-être, dernière chose, pour les études chirurgicales, ben, il y a les risques associés à l'immunosuppression, donc risque d'infection, et les risques associés à une chirurgie, donc risque d'infection, risque hémorragique. Il faut mentionner que les neurochirurgiens qui font ça sont excellents, bien qualifiés, mais le risque est encore là. C'est pour ça d'ailleurs que quand les gens vont dans des études comme ça, il y a un suivi très rapproché. Et s'il y a quelque chose qui se passe, il faut avertir le coordonnateur de recherche. Donc les gens sont très bien encadrés et c'est très sécuritaire. Oui, tout à fait. Passons maintenant à la question suivante. Est-ce que je peux avoir de l'espoir pour les prochaines années? J'ai l'impression que je suis rendu au bout de la médication et je n'ai que 56 ans. Va-t-on trouver un médicament qui va réussir à ralentir la maladie? Peut-on espérer que bientôt on trouvera un remède à cette maladie que nous brime tous les jours?
Écoutez, c'est ce qu'on espère. Même si à court terme, on ne trouve pas de thérapie qui va ralentir la progression de la maladie, il y a quand même des nouveaux traitements symptomatiques qui s'en viennent. Bon, je vais juste parler de un parce que, pour donner un peu d'espoir, il y a un médicament qui s'en vient qui va s'appeler Crexon, qui lui, c'est un lévodopa, mais un vrai lévodopa prolongé avec une technologie un peu différente. Donc, potentiellement, pour les gens qui ont des fluctuations motrices, ça va permettre d'espacer les doses, puis peut-être qu'il va y avoir moins de fluctuations motrices. Donc, en attendant qu'on ait la thérapie pour ralentir l'évolution de la maladie puis altérer sa progression, il y a quand même des choses qui se passent au niveau symptomatique. Puis il faut garder un œil là-dessus aussi. Donc, Oui, puis tout à fait, le Crexon a été déjà approuvé par la FDA aux États-Unis en 2024 et on sait qu'il fait objet maintenant d'évaluation chez Santé Canada et on espère bientôt avoir des nouvelles à ce sujet. Ouais. Question suivante. Est-ce que les recherches qui se font au Québec sont semblables à certaines recherches sur les cellules souches faites au Japon ou si elles touchent autres aspects? ben, je dirais que l'étude avec j'oublie le nom, là, bon, mais le bédanéprocel, Bendameprocel. c'est pas facile à dire. Oui. Donc, cette étude-là, disons, c'est pas tout à fait pareil, mais c'est un peu le même principe que qu'est-ce qui s'est fait au Japon. Donc, je veux mentionner que c'est pas des cellules souches, hein, parce qu'on entend souvent le mot cellule souche. Donc, l'étude qui a été faite au Japon et l'étude qui est faite au CHUM, c'est pas des cellules souches qu'on injecte. On injecte des cellules précurseurs dopaminergiques dérivées de cellules souches. Donc, on n'injecte pas des cellules souches dans le cerveau des gens. Parce que les cellules souches, ça peut se différencier en n'importe quoi. Puis qu'est-ce qu'on a besoin? C'est d'avoir des neurones dopaminergiques. Donc, le principe est un peu le même, c'est-à-dire injection dans une région du cerveau dans laquelle il y a moins de dopamine, avec l'idée de remplacer cette dopamine-là grâce à des nouveaux neurones qui vont en sécréter. Donc, je dirais que c'est pas le même produit, c'est pas dérivé de la même ligne de cellules souches, mais le processus, donc approche chirurgicale, bilatérale, etc., l'idée est la même dans le fond. OK. Merci beaucoup. Question suivante. Est-ce que ces nouvelles thérapies, donc les thérapies dont nous avons parlé aujourd'hui, permettent aux gens atteints de Parkinson sévère de récupérer une meilleure qualité de vie et une meilleure autonomie? Les thérapies desquelles on a parlé aujourd'hui, c'est des thérapies, comme on a déjà mentionné, dont le but, c'est pas de renverser, donc de régénérer ou de rétablir qu'est-ce qui est perdu. Par exemple, le prasinezumab, par exemple, le Régénéron, l'idée, c'est d'arrêter la progression de la maladie comme elle est. Donc, avec ces thérapies, même chose pour Ambroxol, donc ce seraient des thérapies qui arrêteraient ou qui ralentiraient l'évolution où elle est. Donc, qu'est-ce qui est, dans le fond, déjà perdu en termes de cellules dopaminergiques, de lésions, etc., tout ça, l'idée, c'est pas de le rétablir. Donc, pour ces thérapies-là, non. Par contre, les thérapies avec injection de cellules dopaminergiques dans le striatum pourraient, parce que c'est pour ça qu'on fait l'étude, pour voir si ça va marcher, pourraient théoriquement permettre d'avoir un meilleur contrôle des symptômes moteurs, si ça fonctionne. Quand on parle de Parkinson sévère, les gens savent qu'il y a d'autres choses que les symptômes moteurs. Il y a les symptômes cognitifs, il peut y avoir des hallucinations, il peut y avoir de l'instabilité à la marche. Donc, on ne s'attend pas à ce que ces symptômes-là, qui sont, je voulais dire hypotension orthostatique, pardon, on ne s'attend pas à ce que ces symptômes-là, qui sont non moteurs et donc pas nécessairement dopaminergiques, donc causés par un manque de dopamine, s'améliorent avec les cellules dopaminergiques qui vont être injectées dans le striatum. Donc, c'est important de le mentionner. Par contre, en termes de mobilité, en termes de motricité, ça se peut que ça s'améliore.
Oui, tout à fait. Donc, il y a des mécanismes distincts pour les différents types de symptômes, dont les symptômes moteurs et les symptômes non moteurs. Donc, ça, c'est clair. Question suivante. Avec la venue de l'intelligence artificielle, la recherche va-t-elle être plus rapide entre les différents stades? Potentiellement. Ça reste à démontrer. Euh, on entend beaucoup parler de l'intelligence artificielle, c'est vrai, mais il y a quand même des choses qui doivent être faites au niveau préclinique et au niveau clinique avant de pouvoir commercialiser un médicament. Par exemple, des choses que l'intelligence artificielle pourrait peut-être un jour être capable de prévoir, mais il va probablement falloir le tester de façon empirique pour voir si c'est vrai. Parce que si on va, disons que l'intelligence artificielle dit ce médicament-là va être bon, c'est sûr que ça va marcher, puis qu'on passe directement en phase 3, puis qu'on a un taux de mortalité inacceptable parce que l'humain demeure un organisme complexe avec des paramètres, beaucoup de paramètres, ben à ce moment-là, on va se dire on aurait dû passer par la phase Mais oui. 1 puis faire les choses correctement. Donc, je pense que pour le moment, c'est important de bien respecter les étapes, toujours parce que qu'est-ce qu'on veut? C'est, oui, on veut guérir la maladie, mais on ne veut pas causer de tort, on ne veut pas causer d'effets secondaires, et même peut-être, je dois dire, de décès chez les patients qui, ultimement, vont se faire prescrire la médication. Donc, Oui, tout à fait. c'est important d'être prudent. Puis la chose importante ici à dire pour l'intelligence artificielle, c'est que ça pourra, par exemple, être utilisé dans le raffinement de certains biomarqueurs, comme l'imagerie médicale du cerveau, par exemple. Ça, c'est une chose qui pourra aider à détecter plus précocement la maladie. Qu'est-ce que vous en pensez? Potentiellement, si on se fie à ce qu'on voit, les possibilités semblent être extraordinaires. J'aime beaucoup l'humain personnellement. Fait que on va voir. Oui, oui, tout à fait. Donc, ben, il faut dire aussi que l'intelligence artificielle, c'est à son début, puis que pour la rendre fiable, dans le cas des essais cliniques, on est un peu en distance avec cette technologie-là. C'est ça que je viens de comprendre, docteur Huot. Ben, disons que moi, peut-être que je suis un peu idéaliste, mais je fais encore beaucoup confiance à l'humain. Souvent, Oui. on entend dire les gens que comme c'est intelligence artificielle, c'est mieux, c'est plus intéressant tout ça, mais voyons voir. Ben, il y a une question par rapport au Crexon au Canada. Est-ce qu'on a une idée de combien de temps ça prend encore pour que ça devienne disponible en vente au Canada? Ben, si tout va bien, je dirais peut-être l'année prochaine ou en 2028. Ça devrait être prochainement, là. Je veux pas... peut-être que ça va être plus tôt. J'espère que ça va être plus tôt. On a de l'espoir alors à ce niveau-là. Et bien sûr que lorsqu'on aura les informations, on les partagera avec la communauté. Prochaine question. Est-ce que les personnes qui sont en région éloignée sont éligibles? Ben, c'est un peu comme on disait tantôt. Il y a des bénéfices potentiels très intéressants et peut-être que ça va être un traitement qui va guérir la maladie, qui sait. Donc, je pense que oui, vous devriez être éligible, vous devriez avoir le droit. Peut-être que ce n'est pas possible de façon logistique, mais au moins, posez la question. Informez-vous et ne prenez pas pour acquis que vous n'êtes pas éligible parce que vous êtes loin. Mais c'est ça, c'est le critère d'éligibilité ne se base pas sur la distance qu'on habite d'un site de recherche. Donc voilà. Question suivante. Est-ce que l'efficacité de l'ambroxol pourrait être limitée à ceux dont le Parkinson est causé par une mutation spécifique? C'est ça qui est à l'étude présentement. Ça se pourrait que l'efficacité soit plus importante chez les gens avec la mutation. Peut-être que l'efficacité va être seulement chez ces gens-là, mais on ne le sait pas. Et chez les gens avec Parkinson sans mutation, l'activité de l'enzyme glucocérébrosidase est diminuée par rapport aux gens qui n'ont pas le Parkinson. Donc, je pense que ça se pourrait que l'ambroxol marche même chez les gens qui n'ont pas de mutation, mais on doit en faire la preuve en phase 3. Oui, tout à fait. Question suivante. Allez-vous parler des recherches menées par les CHUM?
on vient de parler. Oui, en justement. fait, oui. Peut-être juste le mentionner. Donc, on va revenir là-dessus parce que ça va me faire apprendre le mot. Donc, il y a l'étude avec Bemdaneprocel, donc l'étude où est-ce qu'il injecte les cellules dopaminergiques dans le putamine, qui est menée seulement au CHUM. Et l'étude Paraiso est menée à l'Institut Hôpital Neurologique et aussi au CHUM. Oui, tout à fait. Puis comme on a dit tantôt, les informations sont disponibles sur le chat et en commentaire pour ceux qui nous suivent sur Facebook. Et vous pouvez aussi contacter Parkinson Québec à la ligne d'information pour avoir plus d'informations au besoin. Et maintenant, question suivante. Bonjour, Dr. Huot, merci de votre présentation. Qu'en est-il du tavapadon qui sera certifié bientôt par les FDA? Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec, ou qu'est-ce qui va se passer avec Tavapadon au Canada. C'est potentiellement très intéressant. Il faut voir. Parce que c'est un agoniste dopaminergique, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, mais la plupart des agonistes dopaminergiques disponibles présentement, c'est des agonistes des récepteurs D2 et D3, avec un profil d'effet secondaire important, comme par exemple les troubles du contrôle des impulsions. Donc, Tavapadon, lui, c'est un agoniste D1 et D5. Donc, il devrait y avoir un bon effet moteur sans ce profil d'effet secondaire-là. Et je pense que la prise, c'est 1 fois ou 2 par jour, mais je n'ai pas révisé dernièrement. Mais donc, la réponse, c'est je ne le sais pas, mais je pense que ce serait très intéressant qu'on puisse l'avoir au Canada et au Québec. Merci, Dr. Huot. Question suivante. Si j'ai reçu une plaque d'IBS, est-ce que ça exclut la possibilité d'avoir accès aux autres traitements? Les critères d'exclusion habituellement sont bien démontrés, listés sur les sites des études cliniques, entre autres sur le site clinicaltrial.gov, mais c'est en anglais. Donc, informez-vous au coordonnateur de recherche. Je ne peux pas parler, probablement que pour certaines études, ça pourrait peut-être, mais peut-être pas non plus. Donc, par exemple, je ne sais pas jusqu'à quel point ça pourrait interférer avec l'injection de cellules dopaminergiques. Il faudrait voir. Donc, le mieux, c'est de poser la question au coordonnateur de recherche. Question suivante. Pourquoi les gens de plus de 75 ans ne peuvent pas participer aux recherches? Souvent, l'âge limite pour les études, c'est 80 ans. Souvent, c'est parce que c'est pour des raisons les compagnies pharmaceutiques, souvent, ne prennent pas de chance. Et quand on vieillit, on métabolise pas nécessairement les médicaments de la même façon. Donc, par exemple, quand on donne une dose d'un médicament, la dose après un certain âge doit être ajustée, puis on doit donner une plus faible dose parce que sinon, il y a risque d'accumulation. Donc, quand on a un certain âge, les risques de chute sont plus importants, les risques d'effets secondaires sont plus importants. Il y a aussi d'autres maladies concomitantes, des médicaments qu'on doit prendre pour traiter ces maladies et qui seront comme un facteur d'exclusion d'un protocole de recherche. Exactement. Donc, ça devient un peu plus compliqué. Souvent, c'est pour ces raisons-là. Cependant, encore une fois, je sais que j'arrête pas de le dire, mais informez-vous. Mais oui, tout à fait. C'est la meilleure façon de savoir avec certitude si on est éligible ou non à participer. Parce que des études, entre autres, par exemple, je m'excuse de vous interrompre parce que je pensais à ça, des études peut-être non interventionnistes, des études peut-être plus sur l'exercice, qu'on n'a pas parlé aujourd'hui, mais vous pourriez possiblement être éligible à ça. Mais oui, tout à fait. C'est démontré aussi que des thérapies complémentaires comme l'activité physique, ça peut aider à améliorer les symptômes moteurs, la concentration, la cognition, etc. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas juste se cibler sur les traitements médicamenteux et plutôt voir des thérapies complémentaires qui peuvent être aidantes aussi.
Donc, nous avons arrivé à la fin. Docteur Huot, je vous remercie sincèrement pour la clarté et la rigueur de vos explications. Merci également à Serge Boilly pour son témoignage à la fois inspirant et rassurant pour la communauté. Merci à tous d'avoir été présents et d'avoir pris le temps d'être avec nous. La recherche avance grâce à l'engagement des personnes qui y participent et au travail rigoureux des chercheurs. Votre intérêt contribue aussi à faire progresser les connaissances. N'hésitez pas à vous informer et à suivre les opportunités de participation à des projets de recherche d'après Parkinson Québec. Merci encore et je vous souhaite un excellent fin d'après-midi. Merci, Dr. Huot.